Batata, Bamama, Bandeko. Bote, Nabiso, Nyonso. Bote, Lisusu. Natombeli, Bino, Boyi, Bolamou. Nakombo, Ya, Union Européenne. Matando Mingi. Je souhaite évidemment tout d'abord saluer le président du Sénat, saluer les différentes autorités présentes, monsieur le vice-premier ministre, mesdames et messieurs les ministres, chers amis, tous en votre titre, rang, grade et qualité. Je vous salue et j'en profite pour remercier évidemment notre hôte et partenaire, mon ami Henri Calama, qui vient de s'exprimer, qui nous accueille dans ce magnifique cadre verdoyant où se côtoient statues et palmiers mallébeaux. Je mentionne également la COFED qui nous a accompagnés avec enthousiasme dans l'organisation de cet événement. Comme vous avez pu le constater en entrant, notre cérémonie d'aujourd'hui est placée sous le signe du strict respect des mesures barrières contre le Covid-19. La maladie a relativement épargné jusqu'à présent la République démocratique du Congo et nous nous en réjouissons toutes et tous. Mais nous avons aussi forcément une pensée pour nos proches, nos amis, nos familles, ici ou ailleurs dans le monde, qui ont pu être victimes de cette maladie. J'aurai un petit mot en particulier pour deux amis, deux personnes que j'avais rencontrées ici à mon arrivée à Kinshasa et qui sont malheureusement décédées trop tôt en 2020 du Covid-19. Pierre Lumbi, que beaucoup d'entre vous doivent connaître, Noël Camilleri, que beaucoup d'entre vous doivent également connaître. Tous deux, Congolais et Européens de cœur et de passion. Je dois vous dire, Pierre et Noël, vous nous manquez aujourd'hui. Nous savons tous que le combat contre cette maladie n'est pas terminé et que nous devons le poursuivre. L'apparition de certains variants a d'ores et déjà eu des conséquences dévastatrices dans des pays comme l'Inde. Et on ne peut malheureusement exclure que la pandémie nous revienne sous des formes plus dramatiques, y compris ici, en Afrique centrale. Pour lutter contre le Covid-19, atténuer sa propagation et ses formes graves, le vaccin constitue un instrument dont l'efficacité est certaine et auquel nous devons avoir recours. Je me suis moi-même fait vacciner ici, à Kinshasa, parce que je suis convaincu qu'en me vaccinant, non seulement je me protège moi, je protège mes proches, ma famille, mais je participe aussi à notre immunité collective et au fait que nous vaincrons ensemble la maladie. La pandémie de Covid-19, tout comme les effets du changement climatique, tout comme l'extinction de la biodiversité, nous fait prendre conscience chaque jour que nous vivons dans un monde que nous avons en commun, que nous partageons. Nous avons tous et toutes la même terre. Aujourd'hui, l'enjeu est bien d'agir collectivement, ensemble, dans un cadre multilatéral pour faire face aux défis et aux menaces qu'affronte notre planète. Les égoïsmes nationaux constituent une voie qui peut parfois paraître commode, mais qui est une voie sans issue. Sans solidarité entre les nations, nos peuples ne réaliseront aucun progrès durable. Nos peuples n'établiront pas les conditions d'une paix stable, ni d'un développement humain équitable. Nos peuples, nous-mêmes, ne construiront simplement pas un avenir d'espoir pour nos enfants et nos petits-enfants. Cette solidarité est indispensable. Elle est vitale, aurais-je même envie de dire. Elle est le sens profond du partenariat que la République démocratique du Congo, l'Union européenne et ses États membres bâtissent ensemble maintenant depuis plus de 60 ans. Ce partenariat naît des valeurs et principes fondamentaux que nous avons en commun et qu'ensemble nous avons gravés dans l'accord de Cotonou et son successeur. Je veux notamment citer l'égalité des partenaires, l'appropriation des stratégies de développement, la participation à la vie économique, politique et sociale de toutes les couches de la société, du secteur privé et de la société civile, le rôle central du dialogue
du débat et le respect des engagements mutuels. La récente visite du président Charles Michel fut la toute première visite, dois-je le rappeler, d'un président du Conseil européen en République démocratique du Congo. Elle est venue confirmer l'excellence de notre relation et asseoir un véritable climat de confiance pour avancer sur le traitement des dossiers régionaux et tout à la fois intensifier notre coopération bilatérale. À travers cette visite, les contacts que nous poursuivons, l'Union européenne et ses États membres accompagnent et soutiennent l'ambitieux programme que le chef de l'État, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, entend mettre en œuvre à la tête de l'Union africaine. Europe, Afrique, République démocratique du Congo, il nous faut faire face ensemble à l'impact économique et financier de la pandémie de Covid-19, faire en sorte que les progrès sociaux et humains enregistrés ces dernières années ne soient pas effacés, s'assurer que les nations africaines contribuent de plein pied à la nouvelle économie mondiale, plus équitable, plus durable et sans doute plus frugale aussi, que nous devons imaginer, projeter et construire ensemble. L'Union européenne, chers amis, se tient aux côtés de la République démocratique du Congo dans ses efforts pour consolider son processus démocratique, garantir l'état de droit, faire respecter les droits humains dans toutes leurs dimensions, y compris l'égalité entre les femmes et les hommes. À vos côtés aussi pour renforcer l'action d'une justice indépendante. Je salue la présence de Madame la ministre de la Justice, de Monsieur le vice-ministre de la Justice, qui montre, je pense, l'intensité de nos relations sur ce secteur. Donc, appuyer l'action d'une justice indépendante, pouvant s'appuyer sur des forces de l'ordre respectées et respectueuses de la population. On dit des institutions qu'elles sont le produit de la sagesse accumulée des générations passées. Or, en ce moment, partout dans le monde, les institutions peinent à s'adapter aux changements si rapides de notre environnement naturel, humain et politique commun. C'est aussi le cas en République démocratique du Congo, qui aurait tant à gagner à améliorer la gestion concertée de ses biens publics et de ses ressources, que ce soit la forêt, l'eau, l'impôt ou la paix, pour n'en citer que quelques-uns. Pour paraphraser Jean Monnet, un des pères fondateurs de la construction européenne, rien n'est possible sans les personnes. Rien n'est possible sans chacun d'entre nous pris individuellement. Mais rien non plus n'est durable sans les institutions, ce que nous bâtissons ensemble, ce que nous construisons ensemble. Pour nous qui poursuivons avec conviction, mais non parfois sans heurts, je sais qu'un certain nombre d'entre vous suivent l'actualité européenne, nous qui poursuivons la construction de l'Europe, cette approche fait partie de nos gènes. Et vous pouvez compter sur nous pour continuer à explorer ensemble, échanger à travers notre dialogue politique et notre coopération, ce qu'elle offre et ce qu'elle suppose en République démocratique du Congo aussi. Permettez-moi de vous mentionner 3 points sur lesquels nous connaissons et reconnaissons l'engagement des plus hautes autorités de la République démocratique du Congo. Premier point, la préparation et l'organisation des prochaines élections, que tous, toutes, nous voulons libres, inclusives, transparentes, impartiales, respectant l'échéance constitutionnelle de 2023, avec l'inscription et l'adoption au calendrier parlementaire de cette année des réformes attendues de la CENI et de la loi électorale. Second point, et je reconnais aussi la présence de Madame la ministre du Genre parmi nous ce soir, la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes. Nous saluons vraiment le pourcentage historique et inédit de femmes que compte le gouvernement du Premier ministre Sama Lukonde. La participation active et significative des femmes à la prise de décision et partout dans le monde, pas seulement en RDC, pas seulement en Afrique, pas seulement en Europe, mais partout dans le monde, une condition cardinale pour le progrès humain, la croissance économique, la gouvernance démocratique, la paix et la sécurité. Troisième point, enfin,
la protection de celles et ceux qui défendent les droits humains, veille sur l'espace démocratique et œuvre pour la dignité humaine de chaque femme, homme et enfant du pays. Aujourd'hui, avec le gouvernement congolais, la société civile et tous nos partenaires, l'Union européenne s'honore d'apporter une assistance d'urgence aux défenseurs des droits humains dans les 26 provinces de la République démocratique du Congo. Cette année encore, je l'avais déjà évoqué l'an dernier, je ne peux manquer de vous parler de la situation dans l'Est du pays, dans l'Est de la RDC. Toutes et tous, je sais, nous avons été meurtris par les assassinats au début du mois de février, près de Goma, de l'ambassadeur d'Italie, Luca Attanasio, et de ses deux accompagnateurs, son garde du corps, Vittorio Iacovacci, et son chauffeur congolais du Programme alimentaire mondial, Mustapha Milambo. Luca était un collègue, plus qu'un collègue, un ami. Marié à une femme formidable, époustouflante, Zakia, père de 3 petites filles, une petite fille et de 2 jumelles, adorables. Je ne t'oublierai jamais, mon ami Luca, ton sourire, ta conviction, ta séduction, ton enthousiasme au service de l'amitié entre l'Italie et la République démocratique du Congo. Ton implication aussi avec Zakia au service des plus démunis, des enfants pauvres et des orphelins de Kinshasa. Je voudrais ici, si vous le voulez bien, que nous puissions consacrer une minute de silence à Luca, Vittorio, Mustapha et à toutes les victimes des violences meurtrières dans les provinces de l'Est de la République démocratique du Congo. Je vous remercie de vous lever et d'avoir cette minute de silence ensemble. À toi, mon ami Luca, à Zakia, auquel nous pensons tous, à Mustapha, à Vittorio et à toutes les victimes dans l'Est du pays. Le retour à la paix durable, préalable indispensable au développement et à l'amélioration des conditions de vie des populations, doit être plus que jamais notre cap. Alors, contrairement aux commentaires hâtifs, les yakafokons, comme on dit en Europe, et je crois qu'on dit ici les bilobaloba. Donc les yakafokons et les bilobaloba. Il y en a beaucoup sur les réseaux sociaux. Et bien malgré ça, il n'existe pas de solution simple et rapide à cette crise. Il n'existe pas de baguette magique pour éliminer le système de conflit qui s'est malheureusement établi et enraciné depuis un quart de siècle. La situation complexe que traverse votre pays, la RDC, dans sa partie Est, est caractérisée notamment par des discours de haine et de stigmatisation que nous ne pouvons que refuser, par la brutalisation des communautés qui créent un habitus de violence, par l'ampleur des violences sexuelles et l'utilisation monstrueuse du viol comme arme de guerre, si justement dénoncée par le prix Nobel de la paix, le docteur Mukwege. Elle est aussi caractérisée par le dangereux recours aux milices d'autodéfense, l'installation d'intérêts politico-mafieux qui profitent de l'affaiblissement de l'État pour piller les ressources naturelles. La complexité de cette situation appelle donc une réponse intégrée, globale, coordonnée du gouvernement et des autorités nationales, de tous les partenaires internationaux. Et je prononcerai aujourd'hui 4 mots en anglais, mais ils sont importants. Last but not least, des pays voisins également.
Nous devons mieux conjuguer nos actions nationales et internationales, civiles et militaires, et tous nos instruments d'intervention pour éradiquer l'économie de guerre, redonner confiance aux communautés, rendre justice pour tous les crimes commis, prévenir les conflits fonciers et pastoraux, et donner l'opportunité aux combattants de renoncer aux armes et de se réinsérer dans la vie civile, pour autant évidemment qu'il n'ait pas commis de crimes de guerre. Nous prenons acte de la décision souveraine de la République démocratique du Congo de promulguer l'état de siège dans ces deux provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. L'état de siège ne portera ses fruits que s'il respecte les règles fondamentales du droit international humanitaire et du droit international des droits de l'homme. Il doit aussi être une occasion décisive pour nous tous, de renforcer la synergie de nos approches politiques, de sécurité et de développement. Dans ce combat pour le retour à la paix, dans lequel nous sommes toutes et tous engagés, il y a un autre adversaire qui est présent, que nous ne devons pas sous-estimer, celui de la désinformation et des rumeurs. Cet adversaire est un poison, ceux qui le distillent un poison, pour mieux masquer la confusion et les turpitudes et semer les inquiétudes. Ne vous méprenez pas sur ce que je dis. Évidemment, tout un chacun peut avoir ses opinions, discuter par exemple du mandat de la MONUSCO, remettre en question l'efficacité de certaines interventions humanitaires et de développement, contester tel ou tel aspect des politiques européennes, dire qu'elles ne sont pas assez ambitieuses, critiquer le gouvernement congolais, bien sûr, mais manipuler certaines images, comme on l'a fait atrocement après la mort de l'ambassadeur Luca Attanasio, déformer des propos, inventer et rapporter des faits imaginaires, instrumentaliser les sentiments de façon populiste pour se laisser à croire que la communauté internationale serait responsable de la poursuite de la crise dans l'Est, me paraît inconscient, pour ne pas dire criminel. Les enjeux de développement de la République démocratique du Congo, j'en suis conscient, j'en suis convaincu, ne se résument évidemment pas à Kinshasa et aux provinces en conflit à l'Est, même si nous devons y accorder beaucoup d'importance. Depuis mon arrivée en septembre 2019, j'ai eu la chance de pouvoir visiter le Sankuru, le Congo central, le Haut-Katanga, le Sud-Kivu, le Nord-Kivu, la Tshopo, le Nord-Ubangi et le Bawele. Je me rendrai à la fin du mois avec mon ami David McLaren au Kasaï et au Kasaï central. Et je crois savoir que d'autres invitations m'attendent, auxquelles je répondrai évidemment avec plaisir. Chacun de mes déplacements me permet de découvrir de nouvelles facettes de ce magnifique pays qu'est la République démocratique du Congo, dont les ressources sont loin, très loin de se résumer à son sous-sol. C'est un incroyable paradoxe pour moi et pour vous, je suppose, que la République démocratique du Congo soit parmi les pays les plus pauvres du monde, que des millions de personnes y connaissent encore des situations d'insécurité alimentaire ou font face à des maladies d'un autre siècle, comme le retour de la rougeole ou comme le retour de la fièvre jaune, alors que les ressources agricoles, forestières, hydrauliques, énergétiques abondent. Et je n'oublierai pas de mentionner dans ces ressources l'humain, qui est pour moi la plus grande richesse de toute nation. Aucun pays ne peut se construire sans ses talents et sans s'appuyer sur ses capacités. Le développement humain, l'investissement dans l'éducation et la formation professionnelle sont au cœur de toute dynamique de développement. Ce sont des graines que nous semons pour avoir de belles plantes demain. Les jeunes diplômés d'aujourd'hui sont les entrepreneurs de demain, les décideurs et les créateurs de richesses d'après-demain. Nous devons les soigner, les accompagner. Tout doit être fait pour que ces énergies créatrices puissent être libérées et s'exprimer, avec évidemment un climat des affaires, avec évidemment un état de droit favorable. Je souhaite maintenant clôturer mon intervention en évoquant une autre ressource, parfois aussi méconnue. Je veux parler de l'immensité du champ culturel congolais. Quand on dit culture, on pense bien sûr au patrimoine congolais, sa musique,
La rumba congolaise, qui, j'espère, pourra être inscrite d'ici décembre 2021 au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. La danse, la littérature, la peinture, les arts plastiques qui sont à l'honneur dans ces beaux bâtiments de l'Académie des Beaux-Arts. Mais la culture est aussi un élément essentiel de la prévention et de la gestion des conflits que j'évoquais tout à l'heure. La culture vivante, notre héritage culturel matériel et immatériel, forge notre identité, nos récits communs et notre rapport au monde. Enfin, la culture est aussi source d'emploi et de revenus, ce qui a fait surgir le concept d'industrie culturelle. Le partenariat entre l'Union européenne et la République démocratique du Congo ne se situe donc pas seulement sur le terrain politique, économique ou social. La culture en est aussi un élément central. C'est d'ailleurs un des sujets, je ne pense pas trahir de secret diplomatique, qui ont été longuement discutés par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le président du Conseil européen, Charles Michel, dans le cadre des priorités de la présidence congolaise de l'Union africaine. Cette journée de l'Europe est ainsi l'occasion de lancer officiellement notre nouveau projet de 3 ans avec le réseau des instituts culturels nationaux de l'Union européenne. Connu sous le sigle unique, ce réseau regroupe l'Institut français, le Centre Wallonie-Bruxelles, le Goethe Institut, auxquels sont ici associés à Kinshasa les ambassades du Portugal, d'Espagne et d'Italie. À travers ce nouveau projet, le réseau unique va notamment poursuivre son soutien à l'Académie des Beaux-Arts, avec des équipements que nous allons remettre tout à l'heure, mais aussi avec quelque chose de beaucoup plus important pour moi, des échanges possibles, des dialogues entre des artistes du Nord, du Sud, des spécialistes africains et européens. Et là, nous avons beaucoup à apprendre les uns et des autres, et l'Europe a beaucoup à apprendre de l'Afrique et de la République démocratique du Congo. La culture est l'affaire de tous, artistes et amateurs, femmes et hommes, citoyens et citoyennes, jeunes, autorités politiques et publiques. Et je remercie aussi bien sûr la présence de la ministre de la Culture à notre événement ce soir. Que cette célébration de l'Europe soit l'occasion de le réaffirmer tous ensemble. En l'honneur du plurilinguisme congolais, je vais maintenant prononcer quelques mots en swahili pour rendre hommage aussi à la richesse linguistique extraordinaire de votre pays. Chaque langue, je citais tout à l'heure la question du patrimoine, chaque langue est un élément de notre patrimoine commun. Chaque langue qui peut parfois disparaître dans le monde, c'est quelque part un morceau de nous-mêmes qui s'en va, quelques neurones qui s'en vont, quelques aspects de notre intelligence qui s'en vont. Et donc nous devons travailler ensemble à préserver cette richesse linguistique dont le Congo, avec sa langue officielle, ses 4 langues nationales et ses dizaines, ses centaines de langues locales, peut être très fier. Mabibi Nama Bwana, Wanduguna Marafiki Jambo, Jambo Tena, Aksanti. Nawasalimu Wotekwa Jina la Union Européenne, Aksanti Sana. Et je vous promets l'an prochain, si vous êtes sages ici là, quelques mots en Tshiluba et Kikongo. Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Vice-Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres ici présents, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs en vos rangs, grades et qualités respectifs, et surtout tous et toutes chers amis, je vous propose de lever nos verres à la République démocratique du Congo, à l'Union européenne et à la poursuite de l'amitié européo-congolaise. Alors il y a un petit truc, il est à la fois extrêmement difficile de lever son verre et de boire un peu de son verre et d'applaudir. Et donc ceux qui ont réussi à le faire, je les félicite très chaudement.